Je crois que si on veut entamer une négociation, dans n'importe quel conflit, l'incontournable, c'est le rapport de force. Quand on est en situation de faiblesse, on n'a aucune chance de pouvoir enclencher des négociations. Et c'est bien ce qui se passait ces dernières années. Quel intérêt avaient les Israéliens à négocier avec quelqu'un qui était à terre ? Donc la seule préoccupation que les Israéliens devaient avoir, c'était de le garder à terre, définitivement. D'où l'idée de normaliser avec l'État arabe, et puis évidemment de donner quelques bricoles économiques pour faire en sorte que à Gaza comme en Cisjordanie, la vie puisse se passer. Ce qui est absurde, mais c'était tout de même là bon. Donc, mais ça a duré. Donc la question pour les Palestiniens centrale. Enfin, il y en avait d'autres, mais celle-là était centrale. Comment rétablir un rapport de force ? Et je pense que le Hamas, de ce point de vue-là, a eu une approche stratégique qui me paraît tout à fait pertinente. Rétablir un rapport de force. Et comment rétablir un rapport de force dans une situation comme ça ? Il n'y a pas d'autre choix que la violence. Nous sommes en situation de guerre. C'est pour ça que j'utilise. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme d'attentat terroriste. On peut très bien le comprendre. Moi, je n'utilise pas ces termes. Je dis que c'est des crimes de guerre. Parce que je pense qu'on est en guerre. Après, c'est une question sémantique, mais qui a un impact important sur la représentation que l'on se fait du conflit. Or, c'est un conflit entre deux peuples. Oui. Historiquement et malheureusement toujours aujourd'hui. Oui. Il y a une stratégie, je pense. Alors, c'est la question des otages, notamment, qui est très importante. Oui, qui pèse énormément, 100 à 150 otages. Il y a une stratégie, et d'ailleurs, en regardant les déclarations de Abu Obeida qu'on peut voir sur Telegram, on voit très bien la stratégie, elle est annoncée. Alors après... Quelle est-elle, justement ? Quelle est-elle ? Il y a plusieurs questions. Il y a la question des lieux saints, de la mosquée Al-Aqsa et de l'esplanade, c'est-à-dire arrêter les effractions et les prières qui ne respectent pas le statu quo, donc protéger les lieux saints, arrêter la colonisation en Cisjordanie, lever le siège, libérer les prisonniers et empêcher l'accord avec l'Arabie Saoudite. C'est très clair. Maintenant, donc les objectifs stratégiques sont annoncés, ils sont clairs, et quelque part, certains... Et arrivé à un accord, on a même vu une déclaration de Abu Marzouk qui disait clairement qu'ils étaient prêts à une trêve pour peu qu'ils obtiennent leurs objectifs. Donc il y a des objectifs très précis. Après, voilà, la question que vous posiez... L'objectif reste aussi la destruction d'Israël, c'est ce que dit... Non, l'objectif déjà, pour le Hamas depuis longtemps, depuis 2006, document des prisonniers, le Hamas s'aligne sur un État dans les frontières post-guerre de 67, donc les frontières des territoires occupés aujourd'hui. Jean-Paul Chagnolot. Je crois que si on veut entamer une négociation, dans n'importe quel conflit, l'incontournable, c'est le rapport de force. Quand on est en situation de faiblesse, on n'a aucune chance de pouvoir enclencher des négociations. Et c'est bien ce qui se passait ces dernières années. Quel intérêt avaient les Israéliens à négocier avec quelqu'un qui était à terre ? Donc la seule préoccupation que les Israéliens devaient avoir, c'était de le garder à terre, définitivement. D'où l'idée de normaliser avec l'État arabe, et puis évidemment de donner quelques bricoles économiques pour faire en sorte que à Gaza comme en Cisjordanie, la vie puisse se passer. Ce qui est absurde, mais c'était tout de même là bon. Donc, mais ça a duré. Donc la question pour les Palestiniens centrale. Enfin, il y en avait d'autres, mais celle-là était centrale. Comment rétablir un rapport de force ? Et je pense que le Hamas, de ce point de vue-là, a eu une approche stratégique qui me paraît tout à fait pertinente. Rétablir un rapport de force. Et comment rétablir un rapport de force dans une situation comme ça ? Il n'y a pas d'autre choix que la violence. Et c'est là où la question va, à mon avis, dériver. C'est-à-dire que la violence c'est pas mon truc, évidemment. Moi, je suis pas dans un conflit. Je sais pas ce que ça veut dire très concrètement, physiquement, parce qu'à un moment donné, ça devient très physique. Il faut pas se raconter d'histoire. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette violence ? Et la violence qui va conduire à un moment donné à massacrer des civils, eh bien, elle est terrible parce que ça dénature, à mes yeux en tout cas, la cause qu'on veut avoir. Autrement dit, on réussit à récupérer une centralité, ça c'était manifeste, mais en même temps, on est complètement désavoué par les moyens utilisés. On ne peut pas justifier, quelle que soit la stratégie et quelle que soit la valeur de la cause, le massacre de civils. En termes juridiques, ça s'appelle les crimes de guerre. Et ce sont des crimes de guerre. Et comment on peut ensuite prétendre renégocier avec une telle posture où on a assumé des crimes de guerre ? J'ajouterais juste un point, c'est que dans un contexte qui est un contexte local, il y a évidemment l'international. Et la stratégie devait impliquer aussi un rapport aux États-Unis, un rapport aux Européens. Et évidemment, là, ils tombent eux-mêmes dans le piège. Regardez la situation en Europe.
Et en Europe, tout le monde se précipite avec ce registre extrêmement simpliste, mais malheureusement efficace, qui consiste à dire c'est une démocratie, on oublie que c'est une puissance occupante, qui est attaquée par les islamistes. Vous avez tous vu le 11 septembre, le Bataclan et toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, donc, ils ont fait à la fois un coup stratégique important et en même temps, à mon avis, une erreur stratégique monumentale. Pourquoi vous dites ça n'a rien à voir, Bataclan, etc. Parce que je pense que les acteurs, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est évidemment la douleur des gens, le massacre des civils. Bien sûr. Mais les acteurs, ce sont des criminels qui viennent de je ne sais où, à Paris, mais qui ne représentent rien. Le Hamas, c'est une organisation qui est ancrée dans sa population, qui a gagné les élections législatives et qui, à mon avis, les gagnerait encore aujourd'hui, et qui représente une bonne partie du peuple palestinien. Donc on est dans un schéma de guerre entre peuples, pas de criminels qui viennent assassiner des jeunes à Paris ou ailleurs. Vous dites, juste dire une attaque d'ampleur terroriste, ça ne permet pas de comprendre la complexité de la situation. Absolument, ça dévie. Je crois que nous sommes en situation de guerre. C'est pour ça que j'utilise... Vous avez utilisé tout à l'heure le terme d'attentat terroriste, on peut très bien le comprendre. Moi, je n'utilise pas ces termes. Je dis que c'est des crimes de guerre. Parce que je pense qu'on est en guerre. Après, c'est une question sémantique, mais qui a un impact important sur la représentation que l'on se fait du conflit. Or, c'est un conflit entre deux peuples. Oui. Historiquement et malheureusement toujours aujourd'hui. Oui. Mousna Chiabi, vous voulez réagir à cette discussion? Je suis un peu surprise par ces questions, en fait, je vous avoue. Parce que quand on parle de guerre, les Palestiniens sont déjà en guerre. Israël fait la guerre aux Palestiniens tous les jours. Et ça, on n'en parle pas. C'est comme si ça commence maintenant. Parce qu'il y a du sang israélien qu'on commence à dire qu'il y a la guerre. Et ça, j'ai vraiment un problème avec ça. Vous avez le sentiment, c'est il y a une tonalité médiatique qui me gêne en France, je vous avoue, qui, à juste titre, montre les histoires des Israéliens qui sont horribles, bien sûr, mais qui montre juste un package palestinien. Voilà, il y a 400 morts, mais il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de visage, c'est ça? Il n'y a pas de visage. Ouais. Les visages sont indéterminés, les Palestiniens. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre, surtout que quand on voit que l'Ukraine, on parle de résistance. On montre, on est solidaire avec les femmes qui construisent les bombes contre les Russes et on les met en ligne sur les médias occidentaux. Et le Hamas, c'est toujours terroriste. Les Palestiniens, c'est toujours forcément terroriste. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Et vous le lierez à cette question de la résistance, ce qui s'est passé avec... Écoutez, bien sûr, oui, c'est une résistance. Maintenant, tuer des civils, bien sûr, je suis contre. Mais je veux dire... Israël a des avions et tue des civils avec ses avions aussi. Pourquoi on n'accuse pas Israël de terrorisme d'État? Jean-Paul Chesneau. Oui, je suis pleinement d'accord avec ce que vous dites. Et je pense que ce qui était important, justement, c'était de garder cette ligne, c'est-à-dire entraîner Israël devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Mais qui ne reconnaît pas la Cour pénale internationale israélienne. Mais ça n'a aucune importance, puisque juridiquement, dès lors que c'est sur un territoire qui appartient à un État, à l'État de Palestine, qui lui est membre de la CPI, c'est tout à fait légitime. Et la requête a été reçue par la CPI. Attention, sur le plan juridique, l'enquête est en cours. Simplement, les procureurs ont la trouille, c'est autre chose. Mais sinon, l'enquête est en cours. Donc là, on est dans une situation où il y a des crimes de guerre, et parmi les crimes de guerre les plus importants et les plus faciles à démontrer, c'est la colonisation. C'est un crime de guerre au sens de la 4e Convention de Genève, transfert de population. Donc les médias, c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Donc je crois que tenir cette ligne, c'est bien, mais on ne peut pas tenir cette ligne qui me paraît juste, qui consiste à bien dire il y a des crimes de guerre d'Israël dans telle ou telle situation, et c'est ce qu'a essayé de faire l'autorité palestinienne auprès de la CPI, mais bon, et puis en même temps, ne pas condamner ou ne pas se désolidariser de crimes de guerre qui sont commis par un groupe palestinien. C'est ça la grande contradiction. Et ceux-là, ils sont énorme. En plus, il y a une résonance, qu'on le veuille ou non, sur le plan occidental, une résonance qui est évidemment l'idée que ce sont des juifs qui ont été massacrés, donc l'idée de pogrom dont parlait Marius tout à l'heure. Donc c'est ça une question que je trouve très délicate. C'est-à-dire qu'on mélange tout là pour vous. Comment? On mélange tout dans l'émotion, c'est-à-dire que si on veut tenir, je sais bien que c'est très théorique et c'est un truc d'intellectuel peut-être, mais dans la pratique ça a une importance considérable. Comment est-ce qu'on peut continuer à dire nous sommes contre les crimes de guerre et à juste titre qu'a commis Israël depuis des années et des décennies, et en même temps ne pas condamner des crimes de guerre qui sont les crimes de guerre d'un groupe, Marius, un autre. Je donne la parole à Mousna après. Marius, vous voulez intervenir depuis Jérusalem?
Non, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Chagnulot. Je pense qu'effectivement, le terme crime de guerre, qui va d'ailleurs pour les deux camps, est bien meilleur que le terme terroriste. Je suis pas sûr que, je connais pas, je vis pas en France pour le moment, je suis pas sûr qu'il n'y a pas d'image en France de Palestiniens. Moi, j'ai vu sur les télévisions françaises des Palestiniens qui racontent leur terrible souffrance sous les bombardements israéliens. Mais c'est possible que qu'il y ait effectivement pas équilibre entre les deux images. Ce que je voulais dire, certainement, le Hamas, en plus, il a un objectif stratégique, c'est d'être, et qu'il a réussi, c'est d'être le champion de la cause palestinienne. Voilà. Mais est-ce que c'est bon pour le peuple palestinien d'avoir un tel champion? Et quand je parle d'objectifs stratégiques par-delà ces objectifs-là, je les vois pas. Certainement, ce que vous avez donné, ce qu'une des intervenantes a donné est vrai. Sur El-Aqsa, où Israël a multiplié les tentatives et les provocations, la situation infernale qui est faite en Cisjordanie, la dégradation qui est inévitable. Moi, quand j'entends dire des Israéliens qu'ils disent il y a des attentats en Cisjordanie, je réponds toujours, c'est une normalisation. La situation se normalise. C'est normal que des gens qui sont depuis 50 ans sous occupation commettent des attaques et souvent des attaques cruelles et qui visent des colons ou des civils. Mais par-delà cela, vous convaincrez pas aujourd'hui les Israéliens que le Hamas est un interlocuteur. Il faudrait peut-être, ça vous convaincrait telle ou telle chancellerie européenne que le Hamas veut finalement la paix. Mais quand j'entends dire nous sommes prêts à un accord qui serait une trêve, ça me fait froid dans le dos. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire après la trêve. Ça veut dire que si les conditions changent, ça ne sera plus une trêve. Ce qui d'ailleurs, on peut faire ce même reproche à Israël, mais pour d'autres raisons. Joseph. Moi, j'avais envie de poser de nouveau la question un peu stratégique, parce que vous disiez, Mouzna Chahabi, que un des problèmes a été l'isolement des Palestiniens. En gros, la question, c'est ce qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent être autre chose qu'encore plus isolés qu'ils ne l'étaient? Bah écoutez, je pense qu'on n'a rien à perdre maintenant, c'est fini. Je vais dire, on a tout essayé, comme j'ai dit tout à l'heure, même les moyens les plus paisibles du monde, personne ne nous a aidés. Je suis vraiment aussi étonnée qu'on répète tout le temps que le Hamas veut la destruction d'Israël, alors qu'Israël est en train de détruire complètement tout, devant nos yeux, et que Netanyahou, aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale l'autre jour, il était avec la carte, toute la carte de la Palestine historique, y compris le Golan occupé, et que personne ne demande aux Israéliens « Est-ce que vous vous désolidarisez d'un Premier ministre pour lequel vous avez voté ?» Moi, je n'ai pas voté pour le Hamas. Le Hamas ne me représente pas. Il m'a représenté à un moment parce qu'ils ont gagné les élections. Qu'est-ce qu'elle a fait, la communauté internationale? Elle a boycotté les Palestiniens. Il n'y avait plus d'argent. Les gens n'étaient pas payés. Les salaires de l'autorité palestinienne n'étaient pas payés pendant 1 an et plus. D'accord? Il y a eu un gouvernement comme celui de Netanyahou avec des ministres fascistes, et que tout le monde sait. Personne ne l'a boycotté. Personne n'appelle chaque Israélien sur une chaîne télé française pour lui dire « Est-ce que vous condamnez le fait que votre ministre de la Défense vient de dire que les Palestiniens, c'est des animaux ?» Personne. Donc pourquoi on nous demande tout le temps de condamner un groupe de combattants qui résistent? On doit les condamner tout le temps, forcément, juste parce qu'il y a eu du sang israélien et que nous, personne ne condamne pour nous. Restons un peu là-dessus, parce que c'est important, justement, on voit bien les différences qui s'expriment là. Stéphanie Latab-Dalla. Non, mais je pense qu'effectivement, on est face quand même à un problème, c'est effectivement ces crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas, et ça on peut pas le nier. Et effectivement, ça met un peu à mal. D'ailleurs, le Hamas lui-même voulait porter devant la communauté internationale cet enjeu des crimes de guerre. Donc là, pour le coup, ça le met un peu à mal. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement, c'est absolument déplorable qu'on arrive à ce niveau de violence pour être un minimum un interlocuteur politique dans ce conflit, parce que c'est ce qui se passe en fait. Et la question que doivent se poser les autorités israéliennes, notamment Netanyahou, c'est échec de la doctrine Netanyahou, c'est-à-dire favoriser le Hamas et passer à côté de tout interlocuteur possible en faisant la paix avec tous les pays arabes, en ignorant la question palestinienne. Et quels interlocuteurs veut la société israélienne et le gouvernement israélien, parce qu'il aura besoin d'un interlocuteur. Et là, je crains que l'interlocuteur soit encore
le Hamas, puisque finalement, c'est un gouvernement qui ne comprend que le rapport de force. Alors, on va avancer justement sur ce qui est en train de se passer là, à l'heure où on parle. La guerre annoncée par Benjamin Netanyahou pour détruire le Hamas, c'est aussi ce qu'il a annoncé. 300 000 réservistes de l'armée ont été mobilisés, c'est juste du jamais vu. Les chars qui se massent aux abords de la bande de Gaza. Et hier, vous y faisiez référence, Mouzna, le gouvernement israélien qui a annoncé un siège complet à Gaza par la voix du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence. Et depuis, il y a eu de très nombreuses attaques sur Gaza avec des quartiers entiers rasés ici à Gaza City. Dans la bande de Gaza, c'est la panique désormais. Nous risquons tous d'y passer, témoignent des habitants dans ce reportage publié ce mardi matin sur Mediapart avec des histoires de Palestiniens qui racontent leur peur et ce qui s'est passé, notamment une famille entière qui a été massacrée, 19 ou 18 membres de la famille. Et dans cet article, il y a un aspect intéressant qui est rappelé sur Gaza, Joseph, que tu connais bien, dans une enclave côtière sous blocus depuis 16 ans, on en a parlé. La densité, c'est une des plus élevées du monde, et même en visant des cibles militaires, il est quasiment impossible d'épargner les civils. Oui, on assiste, et c'est pas la première, c'est loin d'être la première guerre de Gaza. Là, on va voir l'ampleur de la destruction, mais là, j'ai envie de vous reposer la question. Vous disiez un échec de la doctrine Netanyahou. Est-ce que vous pensez que les crimes de guerre, là qu'on a vu par le Hamas, la destruction de ce qu'on pensait être la meilleure technologie militaire du monde, pourrait faire varier cette doctrine absolument qui ne pense que sécurité et sécurité par une supériorité simplement technologique et militaire? Écoutez, est-ce que ça va la faire varier ? Je crains que non, puisque c'est l'unique logiciel que ce gouvernement a. Par contre, je pense que c'est suicidaire et qu'ils mènent une politique qui est suicidaire. Et depuis 2000, il n'y a eu aucune volonté de négocier, gérer un conflit qu'ils pensaient maintenir à basse intensité, et on n'est pas dans un conflit à basse intensité comme on le voit. Donc effectivement, je pense que c'est la société israélienne qui doit vraiment se poser la question. Toutes les négociations qui ont eu lieu ont toujours eu lieu après des périodes de conflits violents. C'est le cas, tout le monde parle d'octobre 73, personne ne dit qu'après Sadat a récupéré le Sinaï. Donc à un moment donné, après la première intifada, qui a été quand même assez violente, surtout la répression de la première intifada qui a été d'une violence sans nom, je vous rappelle que Yitzhak Rabin disait à l'époque qu'il allait briser les os des Palestiniens, ça a été absolument terrible, et bien après ça, malgré tout ça, on est arrivé aux discussions d'Oslo et de Madrid, qui ceci dit contenaient en germe leur propre échec, mais ça c'est une autre question. Marius Shatner, parce que vous avez quelques minutes encore avec nous, quel est le but pour vous ? Est-ce que pour vous, le gouvernement israélien aujourd'hui sait quel est le but de l'opération qu'il s'apprête à mener à Gaza ? Est-ce que c'est rentrer, détruire le Hamas comme il le dit, mais si oui, comment ? Est-ce que c'est annexer ? Est-ce que c'est occuper ? Comment ? Est-ce que pour vous, il y a une doctrine et il y a un but ? Oui. Donc, avant de ça, je voudrais dire une chose, c'est que ce qui a été dit maintenant parmi mes interlocuteurs, c'est dit déjà aujourd'hui aux télévisions israéliennes, pas seulement par des journalistes, ça a été dit déjà il y a quelques mois par des très hauts responsables militaires, c'est-à-dire ces questions sont posées. Je ne veux pas dire forcément qu'il y a de bonnes réponses, mais les questions sont posées. C'est pas tabou. Cette idée que on est arrivé à cela parce que parce que les Palestiniens, il n'y a pas d'offre réelle d'ouverture pour le peuple palestinien, c'est une question qui est posée tous les jours et qui est débattue et qui était déjà débattue au sein du mouvement de contestation, quand même, faut pas l'oublier, qui était très très important. Bien que ce mouvement de contestation tournait autour de la société israélienne et que d'une façon marginale touchait à l'occupation et à l'annexion. Maintenant, qu'est-ce que c'est le gouvernement ? Franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression, compte tenu, vous savez, il faut jamais négliger la bêtise des dirigeants. C'est pas toujours, c'est pas très fin, c'est pas très malin. L'idée, c'est de frapper très très fort, de détruire la structure, la branche armée du Hamas, et également détruire la direction politique, de ne pas en même temps occuper en permanence la bande de Gaza, ce qui serait une folie pure. Donc,
après toutes ces dévastations et tous ces morts, l'armée se retirerait, qu'est-ce que ça changerait? Et cette question-là, elle est posée, pas par moi, mais déjà maintenant. C'est étonnant déjà, en pleine guerre. Jean-Paul Chagnolot, pour vous, les buts, quels peuvent-ils être et y en a-t-il? Du gouvernement israélien. Ouais. Parce que ça peut se transformer en souricière, y compris, enfin je veux dire, évidemment, il peut y avoir beaucoup de civils gazaouis qui sont tués, mais ça peut aussi se transformer en souricière véritablement pour Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, l'objectif de ce gouvernement et de ceux qui l'ont précédé, et plus encore de celui-ci avec les alliés fascistes qui sont là, ça tient en un mot. C'est la soumission des Palestiniens. C'est l'écrasement des Palestiniens. Ils ont espéré y arriver les dernières années avec les manœuvres diplomatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, ils veulent... je pense que j'ai entendu un militaire israélien hier ou avant-hier dire « nous irons jusqu'au bout ». Mais ce qui est terrible, c'est qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Au bout de quoi? Au bout de la désolation, au bout d'une catastrophe humanitaire et meurtrière, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est des gens qui n'ont jamais eu un objectif politique en tête. Netanyahou, depuis 1996, c'est-à-dire au moment où il devient Premier ministre, souvenez-vous de sa formule, c'était Oslo est une... et le problème, c'est pas la solution. C'était ça la position. Et si quand il est arrivé en 96, il a tout fait pour essayer de casser Oslo, c'est clair. Il n'a pas complètement réussi au début, et puis finalement on connaît la suite. Et moi, je crois que c'est pour ça que je disais, juste d'un mot encore, mais je crois que c'est très important dans nos... Si je me place du point de vue français occidental, c'est très important d'arriver à faire passer l'idée, et on est quelques-uns à essayer, avec un succès mitigé, de montrer qu'Israël est une puissance occupante. Et c'est fondamental de dire ça, parce que ça veut dire, voilà, ils occupent un territoire palestinien, et c'est pour ça que les mots ont de l'importance. Et donc, je trouvais important qu'il y ait cette initiative du Hamas et que ça renverse le rapport de force, et donc la situation géopolitique, avec ce que j'ai dit ensuite sur la façon dont ça s'est passé. Mais sinon, c'était fondamental. Israël est une puissance occupante, il faut le dire et le redire. C'est dans toutes les résolutions des Nations du Conseil de sécurité que les Américains, sinon les avoir signés, ont soutenu. Mousna Chehbi, je vous vois fulminer, vous avez envie de répondre. Moi, je pense que c'est clair. Il n'y a pas du tout... on n'a pas besoin de se poser la question. Il était aux Nations Unies, il a montré la carte entière de la Palestine historique. C'est un État d'apartheid. Tout le monde le dit, toutes les grosses organisations internationales, Amnesty, Human Rights Watch et des ONG israéliennes le disent. C'est un système d'apartheid, c'est une continuation de la Nakba qui a été commencée en 1948, quand mes parents ont été expulsés de chez eux à Haïfa. Et c'est la continuation, c'est pas du tout quelque chose de... Est-ce qu'il faut se poser qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Je pense que dès le début, même pendant les accords d'Oslo, Israël ne voulait pas avoir de paix avec les Palestiniens. Les Palestiniens avaient accepté 20% de leur État, sur 22% du territoire de la Palestine historique. Israël, en contrepartie, a construit plus de colonies, mais en plus, Israël n'a jamais déclaré qu'elle pensait qu'il y aurait un État palestinien. C'était toujours pour nous, on a juste une seule personne avec qui on communique, c'était l'OLP, c'est tout. Et c'était ça le problème d'Oslo, c'est qu'il y avait toujours un déséquilibre entre les deux. Stéphanie Lat Abdallah, siège complet de Gaza, sans eau, sans électricité. Là, c'est aussi il y a un drame humanitaire et un drame humanitaire qui s'annonce là. Oui, un crime de guerre aussi, également. Enfin, le fait que toute la population palestinienne soit toujours, assimilée à la frange la plus guerrière, c'est aussi quelque chose de très récurrent. C'est-à-dire que tous les Gazaouis sont assimilés au Hamas depuis déjà des années et des années, ce qui est complètement incroyable, parce que moi je pense que quand l'opération a été annoncée, certes, il y a des gens qui se sont sans doute réjouis symboliquement, par exemple, de voir ce checkpoint d'Erez absolument qu'on pouvait passer, etc. Effectivement, mais je pense qu'ils ont surtout pensé qu'est-ce qu'il va se passer derrière, et je pense que beaucoup de personnes se sont à juste titre inquiétées et sont complètement bloquées. J'ai vu qu'aujourd'hui il y avait même le Rafah, qui est le passage vers l'Égypte, qui a été bombardé par les Israéliens. Donc les gens sont enfermés, en fait, sont complètement bloqués. Vous avez tout à fait raison. Il faut bien le dire. Moi, quand j'étais à Gaza en février, vraiment, alors c'est à mots couverts parce que c'est une société totalement policière sous le contrôle du Hamas. Mais des gens disent à quel point ils sont sous domination aussi du Hamas, c'est-à-dire qu'ils sont occupés par les
les Israéliens est dominé par le Hamas. Il faut pas évidemment que les 2,3 millions de Gazaouis sont pas du tout tous pour le Hamas. Oui, et d'ailleurs, on a vu ces dernières années énormément de mobilisation société civile Gazaoui contre la gouvernance Hamas et contre notamment le mouvement Badna Karaba, nous voulons l'électricité, contre les conditions, les très mauvaises conditions de vie quotidienne qui étaient liées aussi à la gestion du Hamas de l'enclave. Donc, assimiler cette population et lui faire systématiquement payer collectivement les actes d'un groupe dont on sait très bien qu'il est autoritaire aussi par ailleurs, c'est quand même un peu, je trouve, vraiment le comble, et ce sont des crimes de guerre. Je vous donne la parole, Jean-Paul Chagnollo, en vous faisant écouter ce qu'a dit hier soir en anglais, du coup, pour l'opinion internationale, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a posté cette vidéo en anglais sur son compte X. Israel is at war. We didn't want this war. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Alors, voilà, il a posté aussi, d'ailleurs quelques heures avant, ces vidéos sur son compte X aussi. Nous avons commencé, Israël va gagner. Alors, Jean-Paul Chagnollo, vous avez fait référence tout à l'heure, et aussi Marius, évidemment, Benjamin Netanyahou, c'est un président contesté, y compris en Israël, y compris contesté très récemment pour sa réforme, contre sa réforme de la justice. C'est important de le dire. On est aussi dans un moment d'énormes émotions, évidemment, en Israël, mais quand même, là, Benjamin Netanyahou nous en fait une guerre civilisationnelle, en fait. C'est-à-dire, il agit au nom, finalement, de l'Occident contre le Hamas qui est assimilé à l'État islamique. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. À chaque fois qu'il y a eu des guerres comme ça, ils ont ce langage. Et ce qui est terrible, c'est que ce récit fonctionne. Je me souviens, c'était, je crois, en 2009, pendant la guerre de 2008-2009, les Israéliens, sur le perron de l'Élysée, alors je ne sais plus qui c'était, disaient la même chose. Nous combattons pour les Européens, pour les valeurs occidentales. Et le problème, c'est que le récit fonctionne. Aujourd'hui, quand vous entendez notre première ministre qui dit que je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la lutte des démocraties contre l'islamiste, il a un boulevard. Et c'est ça qu'il faut essayer de casser. C'est pour ça que je dis l'importance de rappeler que c'est une puissance occupante, mais à ce stade, c'est extrêmement difficile de faire entendre ça, et nos politiques là-dessus sont d'une lâcheté absolument incroyable. Ils ne veulent pas voir la réalité de la situation et le fait qu'effectivement, nous sommes dans une situation d'occupation. Il faut le rappeler sans arrêt. Juste un dernier mot, mais vraiment, dans toute notre discussion qui dure depuis un petit moment, on n'a pas parlé de l'autorité palestinienne. Ouais, mais j'allais venir après. C'est quelque chose de très symbolique, quoi. Qui n'existe plus, on n'en parle plus, parce qu'effectivement, il y a eu un affaissement complet de ce qui aurait pu être une autre stratégie. Et moi, je pense que depuis plusieurs années, l'autorité palestinienne, malheureusement, a failli. Alors, je suis désolé d'être aussi critique, mais c'est une réalité. Et en particulier, il y a eu un moment en 2021 où il y avait des élections qui auraient sans doute ressourcé l'autorité palestinienne, sans doute très différemment d'ailleurs, qui aurait eu un président différent. Et je pense que ça aurait donné une autre tonalité et peut-être aussi de nouvelles orientations stratégiques autres que celles que nous allons subir tous, parce que ça va avoir des conséquences multiples, et d'abord évidemment pour les Palestiniens. Et donc ça, c'est terrible. L'autorité palestinienne là-dedans a disparu, et la preuve, nous-mêmes, pendant une heure, on n'en a pas parlé. Stéphanie Latab-Dallas ? Non, juste pour peut-être préciser des choses par rapport à cette comparaison, toujours là, maintenant avec ISIS, avant c'était Al-Qaïda, c'est effectivement très ancien, on l'a vu aussi en 2000, au moment où Israël s'apprêtait à réoccuper en fait les territoires en répression
pression de la seconde intifada arrive le 11 septembre et du coup il y a une espèce de collision comme ça qui se fait où tout d'un coup on lutte contre les terroristes comme les Américains le font en septembre. Ils ont même fait une loi qui s'appelle la loi pour les combattants ennemis qui a été faite au même moment aux États-Unis et en Israël et qui est la même loi. Donc il y a une volonté de s'aligner. Il y a un communiqué quand même qui est arrivé cette nuit, c'est important de le mentionner. Alors on va vous donner la version Maison-Blanche. Les présidents américains, français, Premier ministre britannique et italien et le chancelier allemand ont condamné les, je cite, actions terroristes du Hamas sans justification ni légitimité et affirment surtout qu'ils vont soutenir Israël dans ses efforts pour se défendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous, comment vous le voyez, Mouzna Chahbi? C'est une agression contre le peuple palestinien. C'est quoi? C'est un blanc-seing, c'est ça? Vous le voyez comme ça? Tout à fait. Et depuis le début, même dès que Macron avait annoncé sur X qu'il soutenait Netanyahou, qu'il venait de l'appeler, qu'il le soutient, je veux dire, c'est bien sûr, je veux dire, tout ce qui se passe, en fait, c'est pas le problème, c'est pas Netanyahou, parce que ce qu'il vient de dire dans son speech là, il y a même la chef de l'Union européenne, Ursula, qui met tout le temps nous, Ursula von der Leyen, oui, contre les barbares, contre le barbarisme, contre. Je suis désolée, ce qui se passe, c'est pas le Bataclan. La France n'est pas une puissance coloniale. La France. Le Bataclan, c'est quelque chose d'interne qui est horrible et c'est vraiment des actes terroristes. Mais on ne peut pas comparer ça ni avec le 11 septembre, ni avec le Bataclan. Et puis, il y a quelque chose d'un peu tristement ironique, c'est que Israël a soutenu l'État islamique et Al-Qaïda dans la guerre en Syrie, quoi. Donc c'est un petit peu ironique maintenant qu'il aille brandir ISIS. Enfin, c'est complètement dingue. Et en revanche, le Hamas, à l'intérieur, lui, a combattu des mouvements de cet ordre parce qu'il lui faisait concurrence sur le terrain de l'extrémisme et qu'il voulait, lui, rester à l'intérieur de Gaza, propriétaire d'une certaine vision de l'islam. Donc en fait, si vous voulez, là, cette déclaration, elle est complètement, mais alors complètement en dehors de toute réalité, pour le coup, historique et politique. Par contre, effectivement, elle a un effet idéologique certain. En 2015, pendant ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux ou l'intifada de Jérusalem, qui était d'une intensité violente bien moindre que ce qu'on a vécu là le 7 octobre, il expliquait déjà, Netanyahou, que c'était l'alliance d'ISIS, enfin de Daesh, et de Mark Zuckerberg, parce que tout ça passait par les réseaux sociaux. Donc enfin voilà, c'est une rhétorique à usage mondialisé qui fonctionne puisque c'est la figure du mal. Une dernière question pour Marius Schattner. Du coup, Marius, vous êtes toujours avec nous à Jérusalem. Non, je voudrais rebondir quand même sur ça, c'est-à-dire sur le discours. Ce qui est intéressant, c'est que vous attachez beaucoup plus d'importance à un discours, alors qu'en Israël, dans toutes les télévisions, c'était plutôt le scepticisme et on mettait l'accent sur le fait que c'était un discours qui était premièrement adressé à l'étranger. Ce discours sur l'islamisme, je dis pas que les Israéliens sont en désaccord, mais c'est pas vraiment, je veux dire, tout le monde comprend que c'est un discours de propagande.